Mesdames, Messieurs, citoyennes et citoyens qui vous apprêtez à voter dans peu de temps pour votre prochain député. Vendredi 19 mai avait lieu, en salle Barbelouze de Golbet, la présentation de ma suppléante ou remplaçante, ainsi que la présentation de notre programme. Je remercie d'ores et déjà les 60 personnes qui ont accepté, qui ont eu la gentillesse de venir à notre rencontre et avec qui nous avons pu échanger. Des personnes venues d'Épinal, de Golbet, de Taon, de Rambert-Villers, mais aussi de villages voisins. Je déplore, je l'ai déjà écrit, mais je me permets de le redire, je déplore l'absence de Vosges Télévision qui aurait pu présenter ma suppléante en la personne de Joëlle Viala. Joëlle Viala, donc spinalienne, retraitée de la fonction publique, dont le papa était aviateur militaire et qui a servi la France lors des 2 grandes guerres que nous avons pu connaître. Joëlle Viala, humaniste, soucieuse de la protection des animaux, soucieuse de la protection du végétal, est investie dans plusieurs associations caritatives de notre circonscription. Donc, je déplore cette absence, mais nous aurons l'absence de Vosges Télévision, mais nous aurons l'occasion de présenter Joëlle Viala très prochainement. Sur notre programme, tout d'abord le diagnostic. Alors, qu'avons-nous dit ce soir-là avec Joëlle? Eh bien, je vais reprendre le diagnostic très rapidement. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, eh bien, vous pourrez comprendre quelle est cette démarche et pourquoi nous faisons ce constat. Tout d'abord, le premier constat que nous faisons, c'est quoi? Ce sont nos administrations qui quittent notre circonscription. C'est acté depuis longtemps, le symbole, l'emblème en étant la Cour des comptes. Je ne reviendrai pas là-dessus, nous en avons suffisamment parlé. J'ai une seule question aujourd'hui à vous poser, je vous demanderai même d'ailleurs d'y répondre, si vous le pouvez. J'aimerais savoir à qui appartient aujourd'hui la Cour des comptes, qui a racheté ce bâtiment et qu'est-ce qu'on en fait réellement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, deuxième constat, nous remarquons que pour la première fois dans notre circonscription, dans notre département, eh bien, nous assistons à une guerre de territoire. Depuis 20 ans, l'hôpital de la ZUP, l'hôpital Émile Durkheim, anciennement Jean Monnet, eh bien, est parti comme ça combattre un autre hôpital à 30 km ici, dans le même département, l'hôpital de Remiremont. Une vraie question qui se pose, au lieu de s'allier et de trouver des solutions avec ces deux hôpitaux publics, je ne reviens pas sur la fonction publique, son objectif, etc. Eh bien, au lieu de trouver une solution ensemble et d'aller le porter, le défendre à Paris, non, cet hôpital, en particulier le nôtre a priori, a décidé d'entrer en conflit avec celui de Remiremont. Une vraie question qui se pose à un moment donné. Nous sommes dans le service public, or il y a un vrai déplacement de la compétence des uns et des autres et surtout du combat qui est mené. Bon, j'ai dit que je ne développerai pas, mais il n'empêche qu'en 20 ans, vous vous doutez bien qu'il y a des nouvelles habitudes qui ont été prises pour les habitants de notre circonscription en termes de soins. Il n'est pas rare, et j'en suis désolé, que des personnes qui, pour se soigner, n'hésitent pas à se rendre à Nancy ou ailleurs. Une vraie question qui se pose. Donc là, on est toujours dans le diagnostic. Donc on assiste là sous nos yeux à une guerre de territoire, sans que personne ne bronche, sans que personne ne mette ça sur le tapis et sans que personne n'en parle. Troisième, donc, j'ai dit que je ne développerai pas, donc voilà. Troisième diagnostic, c'est le tourisme. On nous dit que le tourisme va bien. Regardez mes vidéos précédentes, chiffrées. Le tourisme ne va pas bien, aussi bien qu'on nous prétend. Le centre-ville, notre centre-ville et nos centres-villes, en particulier celui d'Épinal, clairement, et puis d'autres, traversent une période de crise, encore une fois, mais même si l'on me répond que c'est aussi ce qui se passe ailleurs, ce qui n'est pas faux, ça c'est vrai, il n'empêche qu'ailleurs, ils ont déjà commencé, depuis quelques années, à travailler sur des solutions qui fonctionnent d'ores et déjà. Autre point, nous sommes le 4e département à vérifier
approximativement le 4e département le plus boisé de France. Il s'avère que notre bois ici, dans les Vosges, est vendu à un prix très bas et il est revendu. Et nous, on le rachète à des prix exorbitants. Il y a une vraie question qui se pose dans les accords internationaux. Nous sommes le 4e ou 5e département le plus industrialisé de France. Or, il s'avère que nous sommes en même temps l'un des départements les plus pauvres de France. Donc il y a une vraie aussi question qui se pose ici, puisque ce rapport est complètement étonnant. Et j'ai des explications bien entendu, mais je vous dirai à quel moment je vous les fournirai. Dans toujours cette industrie qui nous concerne, eh bien, nous sommes quand même bien en deçà du niveau de subvention dans la recherche et dans le développement comparé aux autres départements, mais aussi aux autres régions et par rapport au niveau national. Autre diagnostic sur les réformes. Alors les réformes qui se suivent se ressemblent malheureusement. La réforme des rythmes scolaires, à un moment donné, on nous a expliqué tout le bienfait de ces rythmes scolaires, de ces nouveaux rythmes scolaires. Aujourd'hui, on les supprime sans explication de texte. Donc là encore, on voit bien que ces réformes ne sont jamais abouties et que il faut peut-être commencer à se poser des vraies questions. Et une réforme qui n'est pas aboutie non plus, et c'est la plus grave de ces 30 dernières années, c'est la réforme territoriale, de 2015, qui pose un vrai problème. Pas pour tous les départements, bien sûr, Strasbourg est gagnant, Reims, Lille, Paris encore plus, donc toutes les très grandes villes sont gagnantes dans cette réforme des territoires. Mais nous, les villes petites, moyennes, nous sommes perdants, on en reviendra tout à l'heure, et donc l'avenir pour nos départements et notre circonscription est pour moi, est plus que pessimiste. Alors, naturellement, le député, c'est le député d'une circonscription, mais aussi de la nation. Donc, il puise ces informations, ces remarques, ces doléances et autres dans sa circonscription, il les fait remonter, il les fait passer à travers des lois qui s'appliquent au niveau national. Nous assistons à plusieurs processus. Nous avons une société dans laquelle, nos sociétés occidentales, les pays de l'OCDE notamment, principalement, fonctionnent dans des économies dites de marché. Ces économies de marché se transforment depuis les années 90 en marchandisation du monde. C'est-à-dire que tout devient marchandable, tout devient achetable et tout devient vendable. C'est ce qu'on a dit vendredi soir. La santé, le corps, les enfants, on va dans cette société. C'est un processus qui est en marche, ça peut paraître un peu loufoque, mais c'est ainsi que notre société avance. Donc là encore, il y a vraiment des sonnettes d'alarme à tirer. Mieux encore, nous passons de cette marchandisation du monde peu à peu à ce qu'on appelle la société prédatrice. Société prédatrice, nous y sommes déjà puisque nous avons sous nos yeux des transactions qui se font dans un sens unilatéral puisque deux parties, lorsqu'il y a deux parties donc, qui réalisent une transaction, il y a une partie qui impose la transaction, l'autre ne pouvant plus et ne pouvant rien dire. C'est l'exemple des compteurs Linky. Compteur Linky, personnellement, je n'ai jamais demandé à avoir un compteur Linky. Beaucoup de citoyens français n'ont pas demandé à avoir de compteur Linky. Or, il s'avère qu'on va nous en installer 35 millions, plus 35 millions, plus 30 millions, puisque on a le compteur d'eau, gaz, électricité, etc. Donc, on va nous les imposer, d'une part, en sachant que c'est un compteur qui présente a priori quelques dangers pour la santé, et d'autre part, c'est un compteur qui ne sera pas fabriqué en France, bon, ça on peut encore en discuter, mais qui, lorsqu'il tombera en panne, devra être échangé par nous-mêmes. Donc la tarification nous viendra à la maison et c'est nous qui aurons à prendre cela en charge. Il y a une vraie question qui se pose ici sur les nouvelles transactions qui sont en train de se produire, qui malheureusement ne viennent pas de l'État en tant que tel, mais viennent plutôt des firmes multinationales qui ont pris le pouvoir. Ça, c'est le diagnostic local et national, mais naturellement, il y en a encore beaucoup d'autres. Alors, que proposons-nous face à ce diagnostic? Je répète, je rappelle, par rapport aux vidéos précédentes, ce diagnostic, je l'ai réalisé avec Joël en partant de nos discussions que nous avons pu avoir avec des artisans, des agriculteurs, des fonctionnaires à la retraite, des fonctionnaires en activité, du secteur privé, secteur public. Nous sommes allés vraiment partout où on a pu aller. Alors, quelles sont nos propositions? Alors, concrètement, il n'y a pas lieu d'avoir 50 propositions.
il vaut mieux en avoir quelques-unes et les porter et les défendre. Nous avons deux approches. Déjà, ce que nous proposons nous, donc je vais vous le présenter, et ce contre quoi nous allons nous battre face au président et à son équipe qui va mettre en place donc, son gouvernement. Tout d'abord, nous allons demander une compensation pour chaque administration que l'on nous a volée. J'ai bien dit volée. Demander une compensation. Nous devions avoir une compensation pour le départ de la Cour des comptes, et à ce jour, en tout cas, je n'ai pas d'écho d'une compensation que nous aurions pu avoir. La Cour des comptes, c'est le symbole de cette, alors c'est un mot qui n'existe pas, mais je vous en fais cadeau, de cette détertiarisation qui a commencé. Hein, il y a eu la désindustrialisation depuis les années 70, et puis maintenant, depuis 90-2000, accentué depuis 2015, on a ce processus de détertiarisation. Encore une fois, c'est un mot qui n'existe pas, je vous l'offre. C'est quoi? C'est tout simplement les services d'un territoire, donc notre circonscription, des services qui se déplacent et qui vont ailleurs, avec son lot de chômage, bien entendu, de bâtiments qui vont se retrouver vides. Enfin bon, les mécaniques, vous pouvez largement la comprendre. Donc, une demande de compensation pour chaque administration que l'on nous a volée. Deuxièmement, créer une commission nationale spécialisée qui sera composée de spécialistes qui viendra aider chaque département à mettre en place un vrai diagnostic de la circonscription du territoire pour justement compenser tous ces départs. L'idée, c'est de reconstruire notre territoire. Nous n'avons pas le choix. Si nous continuons dans cette voie, notre territoire va se détériorer pour finir perdu au fin fond, non plus des Vosges, mais de Grand Est. Bon. Donc, deuxième proposition, créer une commission. Troisième proposition, en finir avec l'enveloppe parlementaire. On nous parle constamment de la moralisation de la politique, ce qui est une très bonne chose. Mais dans la moralisation politique, il y a un point clé sur lequel nous devons agir pour assainir réellement la politique. C'est l'enveloppe parlementaire. Aujourd'hui, les élus, les communes, les associations et d'autres institutions sont point et main liés, car le député a tout le pouvoir, la possibilité de donner ou de ne pas donner des sous. On en est là. Le député peut donner ou ne pas donner des sous à telle ou telle commune. Voilà, c'est conditionné. C'est conditionné. Bon, c'est comme ça. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut que, encore une fois, que l'on crée, c'est ce que je porterai à l'Assemblée, que l'on crée une commission mixte, dont la composition, je l'ai déjà créée, est très précise, qui permettra une transparence totale, mais surtout une non-intervention du député quant à l'attribution des différentes subventions. Quatrième point, je proposerai, défendrai un moratoire sur toutes les questions importantes et sur lesquelles nous n'avons pas suffisamment de recul. J'ai cité tout à l'heure les compteurs Linky. Je pourrais citer aussi les graines de semences qui sont en train d'être mises en main uniquement entre les firmes multinationales. Et nous dépossédons actuellement les agriculteurs, mais aussi les particuliers de certaines graines de semences qui vont finir par littéralement disparaître, d'une part, mais en plus qui seront vendues au tarif que décideront les firmes multinationales, c'est-à-dire qu'à terme, ces firmes multinationales pourront jouer le jeu de la pénurie, puisque en économie, provoquer la pénurie permet d'augmenter les prix, naturellement, comme bon leur semblera, mais aussi de lier les personnes et de jouer comme ils veulent avec elles. Donc il faut absolument un moratoire qui prendra le temps nécessaire sur ce compteur Linky, sur ces graines de semences, mais aussi sur le gaz de schiste. On n'en parle pas, on ne nous en parle plus, mais il y a une vraie inquiétude sur cette exploitation. Vous vous en doutez bien, si c'est laissé entre les mains de firmes multinationales qui en plus, imaginons, ne soient pas de France, alors là, on peut imaginer le pire pour notre circonscription, mais aussi pour la France, bien entendu. Dernière proposition, elle peut prêter à sourire, mais elle vaut son pesant d'or, croyez-moi. Je proposerai une loi claire qui interdira aux communes qui s'unissent
de proposer, de voter des lois, des noms, de voter des noms de communes qui n'ont pas de sens. Nous sommes la seule région en France, bon, j'enlève le Hauts-de-France, nous sommes la seule région en France à avoir un nom qui n'a pas de sens, qui n'est pas tiré de l'histoire et qui ne nous permet pas, qui permet à personne de se rattacher à notre territoire. Le Grand Est ne veut strictement rien dire et localement, eh bien, si vous me le permettez encore une fois, nous avons des noms localement, je ne vais pas dire le nom, nous avons quand même des noms qui n'ont aucun sens. Récemment, 3 communes connexes à Golbet, Épinal, se sont regroupées et ont adopté un nom qui n'a littéralement aucun sens, si ce n'est que c'est un nom que moi je considère être un nom d'une zone commerciale, au mieux, au mieux. Donc voilà les propositions que je vous propose, les propositions que je porterai à l'Assemblée. Donc elles sont au nombre de 5, je les développerai au second tour. Vous verrez que c'est très intéressant et que de toute manière, il n'y a pas d'autre solution. Je n'ai pas accès aux médias comme je le souhaiterais. Je ne peux pas m'exprimer à travers donc, ces médias comme je le souhaiterais. Je vais à la rencontre de la population de notre circonscription et en échangeant, il est clair que il y a une vraie inquiétude qui s'est installée. Cette inquiétude, je les ai résumées ici dans ce diagnostic et dans les propositions que je formule aujourd'hui. Ça, c'est ce que nous proposons. Rapidement, si vous me le permettez, parallèlement, naturellement, nous avons un gouvernement qui est en place. Et nous aurons des élus. En Marche souhaite avoir la majorité. D'ailleurs, à ce propos, En Marche, c'est quoi? C'est socialiste, c'est les Républicains, c'est un petit peu de gauche-gauche, de droite-droite. Il y a un peu de tout, donc bon courage pour vous qui allez voter. En tous les cas, pour moi, la chose, elle est claire. Donc il faudra quand même, pour celui qui ira à l'Assemblée, ne pas oublier que En Marche a prévu quoi? En Marche a prévu de supprimer les départements. Alors là, il y a une vraie question. Napoléon n'est plus là, Philippe Séguin n'est plus là, De Gaulle n'est plus là. Donc à un moment donné, je ne reviendrai pas sur l'épisode, oui, je suis séguiniste, je suis l'héritier de Séguin, je suis je ne sais pas quoi. Séguin n'aurait jamais soutenu François Fillon. Voilà. Donc on met tout ça de côté, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, En Marche souhaite supprimer les départements, il faudra être très attentif sur ça. Comment ça se passe pas. Il faudra que quelqu'un dise non et le crie à la France entière que les départements doivent encore exister. C'est le rôle du parti lorrain, c'est le rôle du parti breton, c'est le rôle de tous les partis de France qui partent du local pour créer le national. Il est aussi proposé de transformer les écoles, les collèges, les lycées en entreprises privées. Bon, si ça devient une entreprise privée, alors moi je ne suis pas forcément contre, alors dans ce cas-là, il faut rémunérer tout le monde comme dans le privé. Il ne faudra pas ensuite que les parents se plaignent, il ne faudra pas que les habitants, les citoyens de notre circonscription et des citoyens de France se plaignent. Il est clair que si nos écoles, collèges publics deviennent des entreprises avec un chef d'entreprise à la tête de ces établissements, il ne faudra pas s'attendre et s'étonner que les enseignants et autres demandent une rémunération qui relève du privé, de l'entreprise privée. Il est proposé, troisième point, par ce gouvernement, la suppression du RSI. Certes, ça c'est une très bonne chose en discutant avec les artisans et autres, enfin les travailleurs indépendants. Ils m'ont souvent dit que le RSI les freinait eux, mais freine aussi d'autres personnes qui souhaiteraient créer leur propre entreprise. Supprimer le RSI, c'est une excellente nouvelle. Or, si ce RSI est simplement modifié, changé, enfin si on change de nom simplement, si on le déplace, ça n'a aucun sens. Si c'est le même principe que la taxe professionnelle, c'est-à-dire qu'on le change de nom, ça ne t'apportera rien ni aux artisans ni aux travailleurs indépendants. Donc sur ce point, il faudra être très attentif. Vérifier, autre point, que la promesse donc, des 80% de ménages qui payent la taxe d'habitation, il faudra bien vérifier, contrôler qu'ils ne la payent plus et que le choix sera donc des 80%, que ce choix sera bien pertinent. Et enfin, un dernier point quand même, c'est agir, interférer dans les accords qui ont été signés, qui sont en train de signer,
tels que TAFTA, CETA et autres, parce que là, si ces accords sont signés, je donne pas cher de la France pour les 5 années ou 10 années à venir. Donc vous voyez bien que quand je parlais de combat quelquefois, nous sommes réellement dans un combat qui n'a pas été capté, compris, mesuré par les autres candidats de notre circonscription. Je les ai écoutés attentivement, je les ai suivis un petit peu de loin. C'est là où j'ai pu constater que je suis souvent imité, mais pas encore égalé. Je suis désolé de cette fausse modestie, mais c'est une réalité. Je n'ai pas cette habitude de serrer des mains, je n'ai pas cette habitude de dire merci pendant 3/4 d'heure et de taper dans l'épaule des personnes que je peux croiser juste pour leur faire croire qu'ils sont importants. Ils sont importants à mes yeux, même si je ne les tape pas dans l'épaule ou autre. Je défie quiconque de revenir sur ce diagnostic, de revenir sur ces propositions. Elles sont les seules qui, aujourd'hui, permettront de faire repartir notre circonscription et de faire repartir la France. Élire quelqu'un d'autre, c'est prendre et accepter un grand danger. Un grand danger. De toute manière, les candidats, nous sommes 15. Il y a le représentant ou les représentants, ils sont 2-3 à se revendiquer de François Fillon. François Fillon n'a plus sa place à l'Assemblée nationale, donc si vous envoyez quelqu'un qui a soutenu François Fillon, qui représente François Fillon, vous envoyez de la transparence et vous envoyez personne et ça ne s'apportera personne ici. La personne sera cataloguée comme filloniste, point, c'est tout, voilà. Après, si vous voulez l'aider dans sa carrière personnelle, allez-y, ça c'est pas dérangeant. Voilà, je pourrais les reprendre tous. Bon, les insoumis, vous avez les insoumis, en effet, qui ont une forme de légitimité, ça je peux en convenir, En Marche, bon, quel commentaire puis-je vous faire sur En Marche? Donc En Marche veut la majorité, bien entendu, pour faire ce qu'ils veulent, mais il ne faut surtout pas leur accorder. Sans quoi nous allons droit dans le mur. Il faut de l'opposition, il faut des personnes qui vont aller s'exprimer. Et des 15, je suis le seul à pouvoir m'exprimer, être en opposition, déjà proposer ce que je propose et être en opposition avec les points que je vous ai cités, quitte à taper sur la table, quitte à mobiliser les personnes pour que le combat continue et que nous puissions sauver, je répète, notre circonscription, notre département et la France. Alors si vous voulez voter utile, si vous voulez voter pour un projet, alors je vous invite tout simplement à voter et à nous rejoindre, parce que c'est unis que nous pourrons reconstruire notre territoire. Et croyez-moi, notre territoire n'a pas besoin d'être fier. Enfin, on n'a pas besoin d'être fier de notre territoire. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qu'il aurait fallu proposer, c'est-à-dire que notre territoire soit fier de nous. Et là, nous aurons gagné, lorsque notre territoire sera fier de nous. L'inverse n'a aucun sens. D'ailleurs, je vous invite, je ne vais pas continuer dans cette rhétorique, mais je vous invite à relire la différence entre être fier de soi, là, il y a une noblesse, mais être fier de quelque chose ou de quelqu'un, là, il y a une forme de mépris et d'arrogance. Voilà. Donc, encore une fois, unissons-nous, portez-moi à l'Assemblée, et vous verrez, nous arriverons à reconstruire notre circonscription, notre département et la France. Et croyez-moi, si vous me portez au deuxième tour, je développerai tout ça et j'irai encore beaucoup plus loin. Merci.